Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Immobilier 4.0, l'immobilier à l'ère de l'IA et de la data. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, le rôle de la donnée dans l'immobilier d'entreprise et en profiter pour décrypter certains concepts qui peuvent parfois être complexes. Pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Éric Bouvier, qui est Chief Data Officer chez La Française et qui allie une expérience à la fois en immobilier, en technologie et en finance. Éric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore. Bonjour Berem, déjà merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation dans ce beau lieu, cette belle bibliothèque. Moi qui suis amateur de livres, je suis ravi d'être là. Alors je vais essayer de vous décrypter un petit peu sous la forme de questions que tu vas me poser, la data, l'immobilier, l'influence. Me présenter, alors c'est un exercice difficile pour moi parce que je suis plutôt tourné vers l'avenir et rarement vers le passé. Mais on va essayer de faire appel à quelques-uns de mes souvenirs. Donc moi, je suis originaire de la région lyonnaise. J'ai fait une maîtrise d'informatique, donc une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, donc c'est ce qu'on appelait une MIAGE, qui a l'avantage d'ouvrir toutes les portes. Et il s'avère qu'à la fin de mon parcours au niveau de la maîtrise, je devais faire un stage de fin d'études. Je l'ai fait dans une société qui travaillait dans le secteur immobilier, mais le secteur social, donc ce qu'on appelait de mon temps les HLM. Et du coup, j'ai fait un stage de 6 mois chez eux. Ensuite, je suis monté sur Paris pour travailler dans une société qui éditait un logiciel de comptabilité générale pendant un an. Et il s'avère que la société dans laquelle j'avais fait mon stage, qui s'appelait Système, montait une agence sur Paris. Et alors, visiblement, mon stage s'était plutôt bien passé, puisqu'ils m'ont rappelé en me disant: est-ce que tu veux pas nous rejoindre? Et voilà, et donc je les ai rejoints. Et depuis, je suis dans la data immobilière, en passant par plusieurs étapes qu'on peut peut-être résumer en 3 chiffres. 40, parce que ça fait 40 ans que je suis dans le secteur. 5, parce que j'ai eu 5 grosses expériences, entre guillemets. Une expérience qui était plutôt au sein d'un éditeur de logiciel. Donc c'était le but, c'était vraiment d'implémenter un logiciel, d'amener les utilisateurs, de les former, de faire des migrations, etc. Une expérience de DSI au sein d'un gestionnaire immobilier, donc directeur immobilier, enfin directeur des systèmes d'information, pardon, au service de l'immobilier. Une expérience de créateur d'entreprise pendant 10 ans au sein d'une structure que j'ai créée avec une associée qui s'appelait Immodécision. Après, un petit intermède de auto-entrepreneur pour voir ce que j'allais faire. Et maintenant, de retour, Chief Data Officer ou responsable des données, en tout cas au sein d'une grosse structure qui s'appelle La Française. Ouais, en faisant un petit peu nos recherches sur toi, on a vu, on trouvait beaucoup d'immobilier, d'informatique. Du coup, la question qui me vient pour toi, c'est le premier projet qui te vient en tête qui illustre le mieux cette double casquette informatique et immobilier. Alors, je travaille dans l'immobilier, et dans l'immobilier, je m'occupe des logiciels plutôt de gestion. Donc du coup, on n'est pas directement lié à l'immeuble lui-même. Par contre, on récupère plein de données. Et moi, mes meilleures aventures, c'est tout ce qui est implémentation de logiciels ou implémentation de nouvelles solutions. Parce que ça mixte à la fois la partie immobilière, il faut quand même connaître le métier, connaître les données. Ça mixte la partie digitale avec les données, avec les outils. Et surtout, ça mixte l'humain. Il faut accompagner les personnes, les former, leur expliquer comment ça fonctionne, les écouter beaucoup pour savoir quels sont leurs problèmes. Et c'est ce rôle-là qui m'intéresse le plus, et c'est les meilleures expériences que j'ai pu avoir. Ces expériences, d'implémentation de logiciels ou d'implémentation de solutions. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on revient 5 ans, 10 ans après, qu'on s'aperçoit que le logiciel est toujours utilisé et que les gens le pratiquent toujours. Et là, du coup, c'est très satisfaisant. Et du coup, si on revient en arrière, tu nous as dit du coup que tu avais fait MIAGE, donc purement informatique. Comment ça t'est venu un peu cette passion pour l'immobilier qui est un secteur pour moi diamétralement opposé, vieux comme le monde, et l'informatique qui a explosé depuis les 20 dernières années. Comment, grosso modo, tu as switché de l'informatique à te dire je pars en immobilier? Alors, j'aurais tendance à dire que j'ai pas dit je pars en immobilier. C'est l'avantage de la vie, c'est que des fois, elle réserve des surprises que l'on peut pas anticiper. Là, c'était simplement, comme je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, le stage de fin d'études. Il fallait que je trouve un stage. J'ai un peu galéré pour le trouver. Je suis arrivé dans une société qui s'appelait Système, avec une patronne qui s'appelle Marie Locatelli, qui est devenue une amie depuis, et qui m'a donné envie de travailler avec eux. À la limite, elle aurait travaillé dans le secteur hospitalier où je pense que j'aurais eu la même envie. Là, en l'occurrence, c'était l'envie de travailler avec eux et de travailler dans l'immobilier. Et par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans un secteur,
C'est parfois très difficile d'en sortir parce que du coup, on a les codes, on a les habitudes, on sait de quoi on parle et on est reconnu. Donc du coup, après, j'ai œuvré là-dedans pendant 40 ans. Ouais, et du coup, comme tu nous l'as dit, derrière, en 2004, tu as fondé Imo Décision, qui est de l'intégration de données pour le secteur immobilier. À l'époque, je présume que ça devait être un vrai défi, vu les technos qui étaient utilisés et comment le monde de l'immobilier fonctionnait. Pour toi, quel était le plus gros challenge lors de cette aventure? C'était surtout un challenge humain au départ. Le premier challenge, ça a été de prendre la décision, de se dire je quitte mon travail de salarié, parce qu'en ce temps-là, c'était quand même pas l'habitude, et je pars sans rien et je monte ma boîte et on verra bien ce qui va se passer. Donc ça, je me rappellerai toujours parce qu'on l'a fait, alors je ne sais plus si c'était une pizzeria qui s'appelait Pizza Pino ou Pizza dell'Arte, qui était à Montparnasse autour d'une pizza avec ma future associée Christelle. On s'est dit, pourquoi pas, oui, on y va. Et le lendemain, on posait la démission et on partait. Et le plus gros défi, c'est l'humain, parce qu'il faut du coup recruter, trouver des gens qui ont la même vision. De l'autre côté, il faut faire du commerce, donc c'est aussi l'humain, le temps de développer quelque chose qui se vende. Donc ça, c'était les plus gros défis. Le défi majeur, c'est de durer. On a duré 10 ans. Voilà, c'est, j'allais dire tous les jours, mais c'est presque ça. Tous les jours, on a des bonnes surprises, des mauvaises surprises, des galères à relever, des choses qui se passent bien, des choses qu'on n'avait pas prévues. Je me rappellerai toujours d'avoir signé un contrat alors que j'étais au Tibet, devant un palais à Lhasa et sur un ordinateur qui était connecté à Internet avec le bip célèbre qu'on avait en ce temps-là, d'avoir pu échanger avec un prospect qui m'a dit « Ok, on y va ». Voilà, ça fait partie des moments comme ça qui sont magiques et qu'on on peut pas imaginer avant d'y être. Après, c'est compliqué, enfin, je sais pas toi, je vais l'apprendre, mais d'être créateur d'entreprise, c'est pas simple. Ça m'a coûté un mariage, donc c'est quand même, il y a des conséquences. Mais c'est un raccourci d'une vie en quelques années, et c'est assez impressionnant. Et du coup, à cette époque-là, faire adopter Mm. ta solution à des acteurs de l'immobilier, je présume que tu disruptais quand même des choses. On était nous plutôt sur la partie extraction des données des logiciels métiers pour faire parler ces données. Donc du coup, de mettre en place du reporting, un data warehouse, des choses qui permettaient de les faire parler. Et c'était quelque chose qui n'était pas couvert à ce moment-là. Donc du coup, on s'en a donné à cœur joie et c'est vrai qu'on a vendu assez facilement, entre guillemets, la solution, qui était, toi à moi, techniquement très très faible, mais qui par contre qui répondait vraiment à un besoin. Donc on n'avait pas axé sur la technologie, on avait axé plutôt sur le fait que vous voulez des taux, telle information, nous on est capable de vous la donner parce qu'on connaît les données, on connaît le métier, donc on peut vous sortir l'information. Et même si c'est des requêtes SQL mal faites, etc., mais la donnée, elle vous l'aurait. Donc on a beaucoup axé là-dessus. Et du coup, si tu devais comparer un petit peu à aujourd'hui, quels sont les progrès pour toi qui sont les plus notables sur l'usage de la data dans l'immobilier? Parce que du coup, tu nous parles d'une époque où, ouais, j'imagine que ça disruptait beaucoup et comme tu dis, parfois des choses simples qu'on n'avait pas à cette époque-là. Maintenant, je pense qu'on a accès à beaucoup de données, beaucoup de choses. Et parfois, on essaie de construire parfois un peu des fusées pour pas grand-chose, qu'il faut réellement un usage Mhm. métier. Et parfois, on en oublie, nous-mêmes les Mhm. entrepreneurs de la tech, quel est le réel besoin. Donc, tu vois ça comment un peu cette évolution où à un moment, on n'avait pas grand-chose et du coup, on amenait et c'était incroyable. Et aujourd'hui, on a limite trop de choses et on ne sait pas trop quoi choisir. Alors moi, j'ai une vision un tout petit peu différente, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup évolué sur la data. Alors certains métiers, je dirais les brokers ont beaucoup évolué parce que c'est leur cœur de métier. Mais sur la partie gestion immobilière, on a assez peu évolué. C'est toujours les mêmes outils qu'on utilise depuis des années. Là, on évolue beaucoup depuis 4 ans, 4-5 ans, en gros depuis le Covid, puisque là, la crise nous pousse à prendre des décisions et les données nous permettent de prendre ces décisions. En tout cas, permettent à ceux qui doivent les prendre de prendre ces décisions en ayant des données et de l'information. Alors qui malheureusement tombe à un moment où les sociétés immobilières ont moins de fonds à dépenser dans les outils, mais petit à petit ça se stabilise et je pense qu'on va là aller beaucoup plus loin. On le voit avec l'IA, où on regardait ça, on faisait des quelques tests à droite à gauche, mais là on se dit, il faut peut-être que l'IA peut nous aider, en tout cas à passer cette crise. Donc du coup là il y a une accélération assez forte, et on voit aussi une accélération du nombre de PropTech que tu citais.
Avant, on avait plutôt des sociétés on va dire, qui avaient un espèce de monopole sur un outil et qui couvraient tout, les fonctions, du type, alors c'est pas tout à fait dans le secteur immobilier, mais du type SAP par exemple, vous achetez SAP, vous avez tout. Là aujourd'hui, on a plutôt une myriade de sociétés qui sont très spécialisées, qui donnent des choses qu'on n'a même pas imaginé qu'on pourrait avoir, mais il faut arriver à relier tout ça pour que définir entre guillemets des tableaux de bord, des cockpits, comme certains le disent, qui ramènent toutes ces informations et qui les mettent en cohérence. Donc on en est plutôt à cette étape-là. Les données sont à disposition. Maintenant, c'est comment je les fais parler, comment j'en tire des conséquences. Et ça, c'est vraiment un sujet assez intéressant à mener. C'est pas du pur informatique, c'est plutôt vraiment l'humain et qu'est-ce qu'on peut en faire. Je comprends tout à fait. Du coup, si tu devais nous expliquer un petit peu une journée type en Chief Data Officer chez La Française, ça consiste en quoi? Ça consiste à être un psychopathe de la donnée et de la qualité de la donnée. L'avantage, c'est que en tout cas, c'est comme ça que moi je vois le métier, c'est que c'est régulier, c'est on est toujours sur le même train et sur la même charge, puisqu'on doit toujours s'inquiéter des données, il y a toujours des données qui vont pas. Euh, Moi, dans ma structure, ce que j'ai souhaité, c'est que nous, on est producteurs de données, on les met à disposition, on en vérifie la présence, la qualité, la fraîcheur. Hein. Et après, ce sont aux équipes de les exploiter pour les faire parler. Ce qui fait que moi, ça me permet de ne pas avoir de pointe d'activité à mon nez où quelqu'un veut telle donnée, il faut que je la produise, etc. Moi, je suis sur la qualité. Et mon rôle, c'est toujours de vérifier, toujours de mettre en doute, enfin moi avec mon équipe, et de toujours vérifier pour que les équipes qui sont à côté puissent utiliser la donnée sans trop se poser la question. Si je devais prendre une image, la donnée, ça pourrait être un ensemble un troupeau de moutons. Et moi, je suis plutôt le chien de berger. Quand la donnée elle est là et qu'elle fonctionne, bah, je suis accroupi, je regarde tranquillement et je surveille de loin. Et puis dès qu'il y a un mouton qui s'éloigne, hop, je me lève et je vais la chercher et j'essaie de la corriger. Alors l'avantage, c'est que les données, elles sont bonnes, mais elles peuvent d'un seul coup se corrompre très facilement. Donc, du coup, tous les jours, j'ai des choses qui ne vont pas. Je ne te citerai pas le problème de la surface parce qu'il est tellement évident en immobilier qu'il n'y a jamais un état qui. Enfin, on peut avoir plusieurs sources et il n'y a aucune source qui donne la même surface d'un immeuble. Bon, ça, c'est le classique, on passe à autre chose. Mais... Donc, ma journée, elle est à la fois de contrôler les données qui existent, être à l'écoute des nouveaux projets, faire le tour des équipes pour savoir de quoi ils pourraient avoir besoin et essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour eux. Du coup, je vois un petit peu il y a des points de contrôle, je présume que tu as mis. Mmh. Toi, un point Mmh. de contrôle que tu as trouvé super efficace, que tu as mis en place, ça serait quoi par exemple? Alors, le plus efficace qu'on ait mis en place, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a des prestataires qui s'appellent des property managers qui gèrent pour nous les immeubles. J'en ai 22. Tous les matins, j'ai un rapport d'anomalie parce que je leur demande de me livrer des fichiers toutes les nuits. Donc, mon premier job tous les matins à 8 heures quand j'arrive au bureau, c'est de regarder ces rapports. Et ces rapports me parviennent, mais parviennent aussi au PM. Et typiquement, moi, ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, les PM arrivent à réagir avant que moi j'arrive au bureau. Donc ça veut dire qu'ils ont intégré le fait que la qualité de la donnée qu'ils m'envoient est importante. Et donc oui, ils réagissent avant moi. Mais donc du coup, ça a été un long travail d'accompagnement, d'explication, de leur dire on n'est pas là pour essayer de trouver vos anomalies, on est là plutôt pour vous aider à faire mieux, encore mieux votre travail que vous faites aujourd'hui. Si je contrôle le quittancement, c'est pas pour vous dire vous avez mal fait, vous aurez une mauvaise note. C'est pour vous dire bah, là, je pense que vous n'avez pas fait le bon quittancement, vous n'avez pas bien facturé le loyer, et donc de vous aider à être encore meilleur que ce que vous étiez avant. Ouais, et bah là-dessus, je pense tout à fait que l'IA pourrait beaucoup aider, parce que Oui, l'IA, c'est des bien sûr. choses sur lesquelles le contrôle, Mm, vraiment, on va dire, c'est bête et méchant parfois. On lui donne une règle, on vérifie, et mm, puis s'il y a un trop gros écart, on émet un warning. Et donc ça, c'est typiquement des choses, par ouais. exemple, chez nous, qu'on monitore en interne en utilisant de l'IA. Donc sujet, je pense, à creuser aussi pour vous, de manière à le scaler peut-être et l'automatiser, parce que je présume que ça doit être quand même chronophage d'aller tout le temps vérifier un petit peu tout ça et contrôler tous ces points. Bon, on a deux choses. Que les contrôles, là, comme ceux que j'expliquais, bah, ils sont automatisés. On en rajoute tous les mois, parce que tous les mois, je me dis, oh, ce property m'a fait un truc, j'avais pas imaginé qu'il pouvait le faire.
Donc du coup, je rajoute des contrôles, donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais surtout, euh, le contrôle en lui-même, après, il faut expliquer. Il faut avoir le contexte sur quel immeuble, quel bail, quel locataire, est-ce que c'est un cas particulier ou pas. Donc du coup, il reste quand même un côté humain qui est important. Mais l'IA, oui, va nous intéresser surtout pour déterminer les cas anormaux. Donc c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, en disant là, celui-là, il est quand même bizarre. Il consomme, je sais pas moi, 100 alors que normalement la norme c'est 50. Je te conseille d'aller voir ce qui se passe. Donc ça va fortement nous aider. Et puis les comparaisons. C'est-à-dire que quand j'ai 3 sources de données et que les 3 me donnent des choses différentes, moi ce que je souhaite c'est que l'IA me dise bah là il y a un problème. Penche-toi sur le sujet, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Du coup, j'ai vu aussi que depuis 2016, tu étais secrétaire général d'une association qu'on appelle Fidji. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, Fidji, malheureusement, ce ne sont pas les îles Fidji, ça m'aurait encore plus intéressé, mais quand je traduis, c'est format d'échange, hein, d'inter-échange, pardon, de données juridiques et immobilières. Le but, c'était de se dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête de s'envoyer des fichiers PDF ou des fichiers Excel qui ne sont pas structurés, où chacun a sa vision de la donnée et celui qui envoie ne sait pas ce que le récepteur va en faire et le récepteur ne sait pas quelle est la donnée qu'il a reçue. Donc c'est de se dire on va définir des dictionnaires et des normes d'échange. Donc la structure a été créée il y a 15 ans. Au départ pour des échanges entre les propriétaires et les experts, pour dire l'état locatif, plutôt que de l'envoyer en PDF à des stagiaires chez toi qui ressaisissent dans ton outil pour pouvoir faire les estimations, bah, je te l'envoie de façon structurée, tu le charges en automatique dans ton outil, et après, du coup, tu te consacres vraiment à ton métier qui est l'expertise de la valeur. Et c'est une aventure collective, c'est l'utopie de l'aventure collective où on travaille tous ensemble pour le bien commun et l'efficacité individuelle. Et c'est pareil, hein, c'est peut-être ce côté-là qui m'intéresse en parlant, c'est le côté humain, c'est qu'on se retrouve tous autour de la table. On est tous concurrents dans la vie, enfin on fait partie de sociétés qui sont concurrentes, mais en fin de compte, ce problème-là, il est commun à tout le monde et c'est pas là-dessus qu'on va être meilleur qu'un autre. On peut économiser tous ensemble du temps, de l'argent, etc. Et donc on accepte de travailler ensemble. Et Fidji, c'est ça depuis le départ. C'est des groupes de travail avec des gens qui ne se croisent pas, mais qui ont les mêmes besoins et qui définissent ensemble des normes. Ouais, c'est vrai que l'interopérabilité des données, c'est souvent un sujet, hein, comme tu l'avais dit un petit peu au début. On le voit nous aussi tous les jours, hein. Nous, l'idée du projet en lui-même était venue un peu de ça. Un Mehdi qui venait du métier, il travaillait en tant qu'analyste et il s'arrachait les cheveux du nombre de data qu'il dumpait et qu'il devait retraiter pour les rendre interopérables les unes avec les autres. Et on trouvait ça quand même assez incroyable dans un secteur IMO qui était aussi gros, qu'en fait on passe tellement de temps, et ce que tu dis, hein, à faire en fait des choses pour croiser de la donnée plutôt que de se concentrer sur son expertise, extrapoler cette donnée, la comprendre et la faire parler en fait. C'est ça réellement son métier. Et aussi d'un point de vue RH, hein, parce que j'imagine que faire l'interopérabilité des données à la main, c'est quand même un peu plus casse-pied que de se concentrer et de trouver des choses dans cette data-là et de la faire parler et de se dire ah là j'ai trouvé quelque chose que peut-être Oui, mon concurrent n'a pas trouvé. voilà, c'est Et ça. c'est là qu'il y a la différence. Et c'est là que je te Ouais, rejoins sur le c'est fait que au final c'est s'aider un peu tous si on rendait un peu cette data interopérable. Et parce que du coup, le risque, si on ne fait pas ça, c'est que du coup, un gros impose son format à tout le monde. Mais du coup, ça peut pas convenir à tout le monde ces formats-là, et du coup, ça c'est pas très intéressant en tout cas. Et puis ça veut dire qu'il y a un autre gros qui va imposer un autre format, etc. Et du coup, on va avoir plusieurs formats et on va passer plein de temps à faire des interfaces alors que ça n'a pas d'intérêt. Et donc ça c'est important. Et effectivement, c'est surtout comment le récepteur ou même l'émetteur va utiliser la donnée qui fera la différence. La donnée en elle-même, elle existe, et aujourd'hui, je sais qu'à un moment donné, la réputation, c'est de se dire si j'ai la donnée, je la garde pour moi, je ne la partage pas. Mais non, en fin de compte, la valeur, c'est pas la donnée elle-même, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on va appliquer comme règle, etc. Et par contre, pour revenir sur ce que tu disais sur les RH, j'avais été marqué par un patron d'une société qui m'avait dit moi, en interne, j'ai beaucoup plus de mal à lancer un projet informatique qu'à recruter des stagiaires alternants et autres qui viennent me ressaisir la donnée. Donc là, c'était le sujet aussi qui remettait en cause les projets informatiques.
qu'ils avaient aussi subi des projets informatiques, effet tunnel, qui duraient des années, qui aboutissaient jamais. Et donc, du coup, ils préféraient avoir des gens qui fassent la saisie. Mais je trouve ça pas très intéressant, mais bon, après, je pense que le monde évolue là-dessus. Et l'immobilier, je pense, est assez en retard sur le sujet. Je te rejoins que là-dessus, il y a encore beaucoup de ces manuels. Et c'est vrai que nous, on l'a remarqué parce que il y a beaucoup d'erreurs parfois sur des fichiers qu'on nous envoie, que nous, on doit retraiter. Et parfois, l'humain, il a un petit peu ses biais. Et c'est peut-être là-dessus où justement, l'IA, elle peut simplifier des choses. Parce que l'IA, aujourd'hui, au stade où elle en est, c'est un petit peu le meilleur stagiaire qui travaille 24 heures sur Mm. 24, 7 jours sur 7. Et justement, pour ce type de choses, par exemple, saisir des données, nous, il y a par exemple un projet qu'on fait, c'est de l'extraction de données de documents anciens, on va dire. Du coup, normalement, c'est un PDF. Tu prends quelqu'un, et on a vu dans des boîtes, des grosses boîtes, il y a des personnes qui, comme tu dis, sont payées à ouvrir ce vieux fichier qui est Mm. scanné et transcrire ces informations dans un dossier Excel. Mm. Et ça, en fait, on s'est dit, toute la journée, ils font ça, mais l'IA, vous savez qu'elle peut le faire, un OCR, IA, etc. Et puis derrière, on définit. Alors, c'est là-dessus où aussi, moi, je dirais que l'humain reste nécessaire pour contrôler un petit peu, parce que l'IA parfois a des biais, ne voit pas tout et peut se tromper. Et donc, en fait, c'est là où je pense que tu peux augmenter également ces personnes, parce qu'au lieu de leur faire des tâches un peu fastidieuses, c'est du copier-coller, de voir, et puis au bout d'un moment, tu as de la fatigue, tu peux aussi faire de l'erreur. Là, c'est plutôt du monitoring et du contrôle en fait des données qui sont rentrées automatiquement et de vérifier. Il y a des points d'alerte parfois quand l'IA se dit peut-être que je me trompe, j'arrive pas à lire ce caractère qui est écrit en manuscrit, je ne sais pas quelle lettre c'est par exemple. Là, l'humain vient se pencher dessus, l'analyse et puis le corrige. Du coup, ça m'amène un petit peu sur le sujet suivant. Aujourd'hui, on a une arrivée massive de l'IA dans le monde. On a vu avec OpenAI, Mistral, même DeepSeek plus récemment. La data qui devient le fuel de l'IA, parce que c'est ce dont on se rend compte. Une IA généraliste aujourd'hui, elle ne va pas faire grand-chose si elle n'a pas sa donnée sous-jacente pour nous répondre sur ce qui nous intéresse. Et typiquement en immobilier, on demande des choses à ChatGPT, Mistral, etc. C'est très bateau ce qu'ils nous racontent. Donc quand on est un peu plus poussé expert en immobilier, on se dit non mais c'est déconnant, enfin bon, il n'a pas tous les paramètres, etc. Et du coup, toi, j'aimerais savoir un petit peu ta vision là-dessus. Comment est-ce que tu vois, est-ce qu'au bout d'un moment, tu penses que l'IA va être assez poussée pour remplacer complètement l'humain et que tout sera dirigé par des algorithmes, ou est-ce qu'on aura toujours quand même une part d'humain là-dedans? Alors, j'espère qu'on aura toujours une part d'humain. Je pense que l'IA aujourd'hui, très clairement, moi, elle me dépasse un peu. J'ai du mal à voir jusqu'où elle pourra aller. Il y a une accélération qui est impressionnante. Dans nos métiers, l'immobilier, on sera impacté, mais comme les autres métiers, sur de la traduction, sur de la prise de notes, sur des comptes rendus, sur plein de choses, mais au même titre que les autres métiers. Après, on voit nous apparaître l'IA sur plutôt le pilotage de l'immeuble au niveau énergétique. Ça se met en place, on fait des tests. Alors, tu citais le mot algorithme, c'est vrai que des fois on met IA, mais pour moi c'est plus de l'algorithme, quelle température il va faire en 3 jours. Heureusement, l'humain est toujours intéressant, notamment sur tout ce qui est transformation. Imaginez qu'un immeuble de bureau devienne du logement. Je pense que l'IA peut nous aider à aller beaucoup plus vite parce qu'il a accès à des sources satellitaires, de plans, des sources de données qui sont dans tous les documents plus facilement. Voilà, je pense que c'est plus ça. Et là, l'intérêt, c'est que plus mon IA, entre guillemets, sera performante, plus je serai rapide à acheter tel et tel bien par rapport à un concurrent. Donc c'est là où, parce que quand même que ça reste un peu concurrentiel tout ça. Après, j'espère que l'IA va pas trop intervenir sur la partie architecture, parce que étant moi plutôt quelqu'un qui aime l'architecture, les immeubles, si demain tous les immeubles se ressemblent, je vais m'ennuyer. Mais du coup, l'IA arrivera. Après, il y a forcément les données, où elles se trouvent, où elles sont hébergées. Donc ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. Nous, on utilise beaucoup sur la partie traduction. Et puis l'IA générative. Alors pour l'instant, on commence à l'utiliser et c'est vrai que c'est assez impressionnant par rapport à ce que j'ai pu connaître il y a 10 ans. C'est savoir qu'on peut taper une question en français, je dirais, même avec des fautes d'orthographe ou des choses, et il arrive à comprendre ce qu'on veut et il nous donne une réponse. On lui précise, oui, non mais là, je voulais pas telle chose, je voulais un peu différemment, il nous répond. Et là, on a vraiment l'impression de parler à un humain. C'est ça qui est impressionnant. On se dit, mais c'est pas une machine qui est derrière, c'est quelqu'un qui arrive à interpréter ce que je veux. C'est vraiment bluffant.
Ouais, ça me fait penser, tu sais, les premières fois où les gens testaient ChatGPT, il y a eu une grosse rumeur qui disait non, mais en fait, c'est des humains derrière, ils sont en Inde et en fait, ils répondent en Ouais, temps direct. Et je me souviens d'expériences parfois, parce qu'au début, tu sais, tu faisais une requête et tu sais, ils clignotaient comme s'ils ah oui, réfléchissaient avant de te sortir. Et les gens se disaient, ah bah là, c'est la personne qui réfléchit, elle se dit qu'est-ce que j'écris, etc. Donc c'était ouais. assez drôle ce petit moment. Et du coup, ça m'amène sur le sujet un peu suivant, c'est l'immobilier, c'est un secteur très très traditionnel aujourd'hui. Et du coup, bah, selon toi, c'est quoi un petit peu les résistances pour adopter l'IA, la data, les nouvelles technologies sur ce secteur-là? Il y a une première qui est culturelle, c'est que l'immobilier a toujours eu la culture du secret. Une histoire privée, mais mon grand-père était maçon, donc il construisait des maisons. Le but, c'est quand il revendait, enfin quand il vendait la maison, c'est pas de dire tous les défauts qu'il avait, les choses qu'il n'avait pas bien faites, le matériel qu'il n'avait pas utilisé, pas tout à fait conforme parce qu'il n'existait plus, etc. Donc on a toujours eu cette culture un petit peu du secret. Et quand on vend un immeuble à quelqu'un, on utilise le mot data room. C'est en gros, au départ, c'était bien ça. C'était dans une pièce, je mettais tous les livres, tous les bouquins, donc je mettais tout à disposition, je cachais rien. Mais par contre, à vous à venir voir qu'est-ce qui pose problème. Je vous dis surtout pas où c'est. Donc du coup, cette culture du secret est quand même restée très très longtemps. Aujourd'hui, on a de plus en plus de financiers qui arrivent et qui n'ont pas cette même culture et cette même vision des choses en tout cas. Et donc du coup, ça s'ouvre, mais il fallait qu'une génération parte pour que du coup ça s'ouvre de façon beaucoup plus globale. Et donc c'est normal pour moi qu'il y ait un temps entre guillemets d'adaptation. En plus, on a un secteur où il y a énormément de sociétés. Il y a beaucoup de promoteurs, il y a beaucoup de propriétaires, si on prend les family office, si on prend les gestionnaires de fonds, etc. On est très diffus comme secteur. On n'est pas comme le secteur, par exemple, du commerce, où là, vous avez Auchan, Carrefour, etc. Donc eux, ils ont dit à un moment donné, on arrête les bêtises, on y va, et tout le monde doit suivre. Nous, on est très très diffus, donc chacun est dans son coin, et on n'a pas cette vision collective, entre guillemets, pour avancer. Mais les choses sont en train de bouger, et la crise va, je ne saurais pas le dire comme ça, mais la crise va nous aider à faire bouger les choses. Bah justement, selon toi, quels sont les outils ou innovations technologiques que tu trouves les plus prometteurs aujourd'hui en immobilier? J'allais dire la crise est la plus prometteuse pour faire avancer les choses, mais tout ce qui est capteur va nous aider à savoir ce qui se passe dans nos immeubles, à la fois en termes de consommation, de qualité de l'air, mais aussi d'usage. On a peut-être prévu dans un immeuble une pièce qu'on trouve géniale, mais qui est en fin de compte jamais utilisée. Ça doit nous permettre de savoir éventuellement comment, c'est même pas le locataire, mais c'est le salarié du locataire, je suis plutôt dans la partie tertiaire, utilise notre immeuble. Et du coup, ça, c'est important pour savoir comment on doit les construire déjà, et puis en tirer des leçons. Ça va nous permettre aussi de voir la vie des équipements de l'immeuble, qu'on n'a pas ou difficilement aujourd'hui, de savoir quels sont ceux qui tombent le plus en panne, quels sont ceux qui ne sont pas performants, quels sont, etc. Le pilotage, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est pilotage à distance. Avoir des personnes sur place qui sont peut-être moins sachants, mais un spécialiste qui peut prendre la distance. Un exemple qui n'a rien à voir, mais qui m'a toujours amusé, c'est une société qui gère des parkings dans toute la France. Et en fin de compte, le gestionnaire, il n'est qu'à un seul endroit, c'est à Boulogne, je crois de mémoire, et il pilote tous les parkings de Boulogne. Enfin, de Boulogne, il arrive à piloter tous les parkings de France. Quand on appelle au bouton, on tombe à Boulogne. Et après, avec des boutons, des trucs, il arrive à... Bah, voilà, ça, on n'a pas encore bien cet aspect-là au niveau immobilier, au niveau central. Je pense que là, on a tous les outils. Maintenant, il faut qu'on y aille. Après, le reste, c'est toute la partie prise de décision, où là, on a besoin de beaucoup de data pour prendre la bonne décision et très rapidement. Et ça, c'est forcément, les nouvelles technologies vont nous y aider, parce qu'il y a beaucoup plus de données aujourd'hui, mais il faut arriver à les concentrer, à les interpréter. Et là, il nous faut des outils, des algorithmes, de l'IA qui nous aident là-dedans. Et justement, si je te demandais un peu trois données qui t'aident à prendre une décision, ça serait lesquelles pour toi? D'investissement immobilier Ouais. ou... Alors, moi, je suis assez peu du côté investissement, entre guillemets, mais ce que l'on sait, c'est que la localisation est principale.
et la localisation dans l'évolution du secteur où on est. C'est-à-dire qu'on peut acheter un immeuble dans un secteur parce que l'on sait que dans 5 ans, le métro va arriver, ou que le Grand Paris va arriver, etc., ou qu'une autoroute va se mettre en place, enfin, ou inversement, ne pas acheter parce qu'on s'aperçoit que la sécurité du quartier se dégrade, et que du coup, on aura du mal à faire venir des locataires dans cet immeuble. Donc, la localisation reste quand même principale. Après, il y a le prix, hein, c'est toujours, là, c'est le, le, le rôle du fonds de management d'estimer le risque financier d'investir dans cet immeuble et quelle sera sa rentabilité à 5 ans, 10 ans et autres. Donc ça, c'est le point particulier. Et puis, le point qui est aujourd'hui arrive de plus en plus et ancré partout, c'est toute la partie résilience de l'immeuble. Quelle est sa résistance au changement climatique, à la sécheresse, aux inondations, etc. Comment il va se comporter, quelle est sa qualité intrinsèque en termes de consommation énergétique, qui est très importante. Ça, voilà, ça c'est ancré maintenant, ça ne bougera plus, et au contraire, je pense qu'il faut encore l'accentuer pour les choix. Et puis après, il y a toujours une part, et c'est ça, je dirais l'intérêt, c'est une part de risque. C'est une part où on se dit, bah, je pense que, et donc du coup j'y vais parce que je pense que. Ah C'est oui, pas... de toute manière, ça serait pas un investissement si il n'y avait pas une part de risque, hein. C'est toujours un Ouais, petit peu le concept, hein. On parie, on espère voilà. faire une plus-value. Qui dit plus-value dit forcément risque de moins-value. Sinon, enfin, Ouais. les arbres montent pas jusqu'au ciel comme on dit souvent dans le monde Mhm, financier. mhm, Donc il y a forcément des gagnants, et pour payer les gagnants, il faut forcément des perdants sur le marché. ouais. Avant de continuer, du coup, j'aimerais bien qu'on démystifie quelques concepts, parce que je me souviens lors d'un rendez-vous ici avec une de nos sales, je vous avais expliqué un petit peu des choses qui lui paraissait opaque, parce qu'elle venait pas du monde de l'IMO, mais tu l'avais vulgarisé super bien. Du coup, je me suis dit, on pourrait peut-être faire un petit lexique ensemble aujourd'hui. Et du coup, bah forcément, ce qui me vient en tête, c'est quoi une SCI, SCPI, SIIC, OPCI, etc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces termes et nous les vulgariser de manière très rapide et nous donner un petit peu ton point de vue là-dessus? Bah, les termes que tu viens d'exprimer sont des façons d'investir dans l'immobilier. L'immobilier, on a deux façons d'investir. C'est moi, j'investis, j'achète un immeuble, je mets l'argent ou je prends un prêt, mais en tout cas, c'est moi qui investis. Dès qu'on veut commencer à se mettre à plusieurs à investir, il faut trouver un véhicule qui nous permette d'investir. Le plus classique, c'est la SCI. On se met à plusieurs, on crée une SCI, et cette SCI achète un immeuble, donc société civile immobilière, hein, classique. On peut le faire au niveau d'une famille, on peut le faire avec des inconnus, entre guillemets, ou en tout cas des gens qu'on connaît un peu moins. Quand on commence à monter en volume, on tombe sur des SCPI ou des EPCI qui sont des véhicules structurés, donc qui sont, je vais dire, légalisés avec des règles bien précises, ou notamment la SCPI, qui est le véhicule que nous on pratique le plus dans la cité où je suis. C'est des milliers d'inconnus qui se mettent ensemble, qui investissent, chacun 200 euros, un autre 1 million d'euros, etc. Et avec ça, investissent dans l'immobilier. Donc ils sont, j'allais dire, copropriétaires de l'ensemble des actifs. Donc certains vont avoir une pièce, l'autre va avoir une brique, mais c'est pas grave, ils ont tous mis, et en retour, en fonction de leur investissement, ils vont toucher, entre guillemets, des revenus en fonction de ce qu'ils ont investi. Donc ce sont des véhicules qui permettent d'investir. Certains sont plus adaptés aux personnes physiques, d'autres plus adaptés aux personnes morales, d'autres mixtes les deux. Et c'est une façon d'investir en se disant, je ne peux pas acheter, par exemple, la tour Montparnasse, donc du coup, je vais me mettre à plusieurs pour l'acheter. Et en définissant des règles. C'est vraiment des véhicules. Et après, chacun a ses règles fiscales au niveau des impôts et autres. Là, c'est pas ma spécialité. C'est pas, il faut faire des études à chaque fois, cas par cas, pour savoir exactement ce que l'on veut mettre en place. Mais c'est des façons d'investir sans être tout seul, en fin de compte. Et c'est quoi pour toi le désavantage un peu de ce système? On n'est pas tout seul, donc on est obligé de se mettre d'accord pour prendre des décisions. Désavantage ou pas, mais en tout cas, c'est le cas. Et que nos vies ne sont pas les mêmes, donc je peux, moi, avoir à un moment donné, dans une SCI, besoin de vendre l'immeuble qu'on a acheté parce que j'ai mon enfant qui fait des études et j'ai besoin d'avoir l'argent, alors que mes co-investisseurs dans la même SCI n'ont pas ce besoin-là.
Et du coup, voilà, il faut arriver à se mettre d'accord pour qu'on avance ensemble. C'est ça la règle, en tout cas, de fonctionnement. Et l'avantage pour toi, du coup? L'avantage, c'est que du coup, on peut acheter beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait acheter si on était seul. On peut du coup diversifier aussi, hein, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des perdants, il y a des gagnants. Ce qui est mieux, c'est d'avoir une panoplie d'immeubles dans lesquels on va pouvoir se dire, bah, sur certains, je vais perdre, sur d'autres, je vais gagner. Du coup, mon risque est moindre dans la globalité. Si j'achète moi à titre personnel qu'un seul immeuble et que cet immeuble est mal placé, pas au bon endroit, les locataires s'en vont, etc., bah, le risque il est à 100% pour moi et je ne pourrais pas le mutualiser. Donc ça c'est intéressant. C'est pour ça que ces véhicules ne sont pas aussi intéressants pour ton appartement privé. Du coup, c'est le tien, tu l'achètes, tu vas pas l'acheter à plusieurs, plutôt quand tu veux faire de l'investissement immobilier. Ouais, ouais, ben moi justement, je suis un petit peu un mordu de blockchain depuis quelques années et justement, il y a un projet qui m'avait éclaté qui s'appelle Realty Mm. et je sais pas si tu en as entendu parler Mm. et du coup, c'est ça que j'avais un petit peu bien aimé chez eux, c'était justement ce côté liquide déjà avant tout des actifs parce que du coup, ils sont sur la blockchain et je veux vendre une part de mon actif. Bah, il y a un marché secondaire en fait Mhm. qui est le RMM chez eux et Mm. sur lequel qui est très liquide. Mm. Tu peux aussi tu peux obtenir de la liquidité en faisant du borrowing, c'est-à-dire que moi, je vais mettre euh, les parts que j'ai d'un immeuble en collatéral et je vais emprunter de la liquidité. Mhm. Et derrière, bah, avec cette liquidité, je peux faire un petit peu ce que je veux. Et ça, j'avais bien aimé. Et aussi sur ce côté diversification de risque. Parce qu'au début, je me suis dit, oh, l'immobilier, si j'y vais, je vais mettre quelques centaines de milliers d'euros Mm. sur un actif. Et en fait, demain, Mm. mon immeuble, il brûle, mon locataire ne me paye pas, etc. Mm. Tout, Mm. Le tout, classique. voilà, bah, tout problème, et ben en fait, bah, il y a quasiment tout mon patrimoine Mm. risque d'être en défaut, et puis Mm. je risque de me retrouver dans un risque systémique. Alors que là, avec Realty, chez eux, tu investis à partir de 50 $, donc c'est Mm. assez simple. Et derrière, bah, tu peux te retrouver propriétaire de Mm. différentes propriétés. Donc, je vois parfois, j'ai des locataires qui ne me payent pas, mais c'est pas grave, parce que c'est compensé, in fine, par les autres. Mm. Et donc, j'ai un rendement annuel qui reste quand même très correct. Et c'est des choses que je trouve très smart aussi sur le côté immobilier. Là où je trouve dommage, bah, c'est qu'en Europe, la réglementation bah, ne nous autorise pas à faire ça. Mm. Et du coup, ça bloque pas mal. Et je sais qu'il y a des boîtes qui essayent de se monter autour de ça aussi sur le Mm. sol européen. Mais c'est vrai que chez nous, bah, on a un côté réglementaire quand même qui nous freine et qui veut qu'on reste un peu sur ces anciennes méthodes, hein, un peu comme ce que tu dis, les OPCI, les SCPI, etc., mais qui en réalité, je trouve, manque ce côté liquide qu'on a par contre de l'autre côté de l'Atlantique. Mm. C'est ça que j'aimais bien et c'est pour ça que du coup, moi, je suis parti complètement Mhm. sur ce système-là. Sachant que oui, effectivement, il y a la réglementation. C'est en train d'évoluer, parce qu'on commence à pouvoir en faire. Après, la réglementation a un avantage, c'est quand même d'essayer de protéger les personnes physiques, entre guillemets, qui investissent, qui n'ont pas forcément la culture pour le faire. Alors qu'effectivement, aux États-Unis, entre guillemets, on- la culture fait que je joue, je perds, c'est pas grave, je rejoue, etc. En Europe, je joue, je perds, mais pourquoi et pourquoi l'État me sauve pas et pourquoi me rembourse pas voilà, donc on a cette culture-là on aime bien prendre des risques, mais quand ils sont couverts par l'État. C'est un peu le principe. Et du coup, il y a un terme aussi que j'ai vu qui m'a fait un petit peu marrer, c'était le terme pierre-papier qu'on emploie souvent sur les SCPI de rendement. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Bah, pierre papier, on l'a surtout utilisé au moment de la création des SCPI, qui sont pas si anciennes que ça. Je crois que c'est dans les années 1970 ou 60, où vraiment c'était de se dire, bah, plutôt que d'acheter en direct un immeuble, j'achète du papier, c'est-à-dire j'achète des parts de SCPI qui eux-mêmes vont acheter l'immeuble. Et donc je ne me retrouve pas avec les clés d'un immeuble, mais avec un papier qui me dit que j'ai tant de parts d'une SCPI. Ça correspondait à une volonté et une décision de se dire qu'il fallait que on ait la possibilité d'investir en immobilier plutôt personne physique, individuelle, en ayant une certaine sécurité au niveau du modèle économique et du véhicule, donc c'était la SCPI, qui est quand même très encadrée, aujourd'hui par l'AMF par exemple, qui est très encadrée, pour que du coup on puisse pas vendre n'importe quoi à n'importe qui, dire l'immeuble il vaut 100 alors qu'en fin de compte il vaut que 20, et donc du coup c'est très encadré, et ça c'est sécurisant. Du coup, si je reviens aussi sur un autre terme qui concerne vraiment l'immobilier tertiaire, là, on va parler plutôt contrat, bail. Mhm. Aujourd'hui, on a des baux 369 et puis des baux précaires, parfois des baux professionnels.
qu'est-ce qu'on a de différent? Est-ce que tu pourrais m'expliquer rapidement les différences entre chacun et puis le désavantage et l'avantage derrière de chaque type de contrat? Alors, bail 369, l'équivalent en bail précaire, c'est le même principe. Déjà, c'est avec une personne morale. C'est avec une société, c'est un commerce. Et le début de l'origine de ce bail, c'est de se dire il fallait que le commerçant, quand il s'installe, il ait une durée sur laquelle il puisse se dire bah, je vais pouvoir m'installer, mettre en place mon commerce, mettre en place mes bureaux sur une durée assez longue. En gros, le propriétaire ne pourra pas me virer au bout de 3 mois. Donc du coup, c'était le principe de ce bail 369, qui est en fin de compte un bail de 9 ans. Et 3.6, c'est qu'au bout de 3 ans et de 6 ans, le locataire peut partir. C'était de lui dire, ok, tu signes pour 9 ans, donc tu es assuré d'être là pour 9 ans, je ne peux pas te mettre dehors pendant 9 ans. Tu payes un loyer, etc. Et les charges, bien entendu. Mais je te laisse quand même des fenêtres de tir où tu peux t'échapper au bout de 3 ans et 6 ans. Donc c'est là la réputation, sachant que certains signent un bail 9 ans ferme, ce qu'on appelle. Donc eux, ils s'engagent à rester 9 ans et ne pas avoir de clause de sortie. Aujourd'hui, on est plutôt en train de réduire ces clauses de sortie pour dire, bah, parce que du coup, ça, dans la situation actuelle économique, se projeter à 3 ans, déjà, c'est difficile pour les sociétés, donc s'engager sur ces baux-là. Et le bail précaire, c'est l'inverse, c'est un bail qui fait moins de 3 ans. Je simplifie. Mais... Donc du coup, c'est un bail où je sais que j'ai besoin d'un local pour 6 mois, pour 1 an. Je m'engage sur 6 mois ou 1 an. Et par contre, au bout de 6 mois, 1 an, je dois partir. Donc ça peut être dans le sens du locataire, ça peut être aussi dans le sens du propriétaire qui a un local où il veut faire une grosse opération de rénovation, mais aujourd'hui il n'a pas les fonds, donc il veut bien louer, mais pendant 1 an, parce qu'après il pense qu'il aura ce qu'il faut pour faire la réhabilitation, donc il fait des baux précaires pour occuper le temps de mettre en place, et ça lui permet d'occuper, entre guillemets, d'avoir un peu de loyer surtout. Et c'est un bail précaire qui donc est différent, parce que la norme, c'est le bail 369, enfin, c'est le bail au minimum de 3 ans. Et tu as aussi des baux qui durent plus de 9 ans. Alors c'est difficile parce que quand ça dure au-delà de 9 ans, fiscalement, c'est plus le même régime. Et du coup, il y a un aspect fiscal qui rentre en ligne de compte, donc c'est rare qu'on en fasse. Alors on peut en faire, hein, mais au-delà de, je crois que c'est 12 ans, au-delà de 12 ans, on est fiscalisé beaucoup plus. Et donc c'est très très rare. On préfère faire 9 ans ou 12 ans maximum, et puis après on renouvelle ça par contre, mais ça fait dans la possibilité de renouveler. Ça aussi, c'est un sujet, c'est que quand on signe un bail 369, un bail commercial, hein, on l'appelle 369 parce que c'est les intermédiaires, mais son nom, c'est bail commercial. C'est qu'à la fin du bail commercial, on a la priorité pour rester. Donc un commerçant qui est très bien dans un endroit, ça lui donne une sécurité sur le long terme. Après, au bout de la fin de ce bail commercial, il faut déterminer le loyer, mais il a priorité pour rester. Et si le loyer qui est proposé par le propriétaire ne lui convient pas, ils vont tous les deux au tribunal qui décide du bon loyer à appliquer. Du coup, ça donne une sécurité sur le long terme. C'était surtout valable il y a quelques années, quand les commerçants s'installaient, ils pouvaient rester 20 ans, 30 ans. Quand on est une pharmacie, on se projette très très longtemps. En ce moment, c'est plutôt l'inverse, on est plutôt en train de se dire, déjà 3 ans, est-ce que c'est pas un peu long? Je ne sais pas si mon commerce va fonctionner, si je vais pouvoir tenir la route. Donc comment je peux faire pour le réduire? Et du coup, la question que je me pose, si tu pars avant 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu payes tes loyers pendant 3 ans, sauf si tu trouves un remplaçant. Ok, et vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des sociétés comme ça qui étaient locatrices chez vous et qui sont parties et ont dit, allez, je paye le restant du loyer? Oui, oui, oui. Alors ça, c'est plutôt les sociétés, entre guillemets, de taille importante, hein. On a eu le cas avec je peux le citer, mais c'est avec Porsche qui nous a réglé les 3 ans qui restaient ou les 2 ans qui restaient, voilà, très réglo, sans problème. Avec la clause qui est, mais si vous relouez avant la fin, vous me remboursez ce que vous avez payé, hein, quand même pas non plus on a eu des cas en France aussi avec des gens qui ont voulu fermer, enfin des sociétés qui ont voulu fermer et du coup ils nous payaient.
Oui, donc ça, oui, bien sûr, ça arrive, c'est pas le concurrent. Et puis, à la limite, nous, on préfère de plus en plus, enfin, quand je dis nous, c'est le secteur immobilier, lorsqu'une société va mal, qu'elle commence à venir nous voir en disant si je reste, de toute façon, à un moment donné, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer, on préfère arrêter le bail en cours de route, ne pas avoir d'impayés qui vont grossir, qu'on récupérera jamais si la société dépose le bilan, et puis se donner une chance de retrouver un locataire. Donc là, tout ça, c'est de la négo, mais en tout cas, ça se fait assez régulièrement, surtout en ce moment. Bah, écoute, merci pour ces clarifications assez intéressantes. Et du coup, on parle aussi de cession de bail et parfois de sous-location, c'est ce que j'ai vu. C'est quoi un petit peu la différence entre les deux et ça serait quoi les pièges un peu pour toi à éviter pour un locataire pro? Alors, c'est deux choses très différentes. C'est cession de bail, c'est j'ai un bail, par exemple un bail commercial classique. Soit je cède mon activité, soit je veux partir. Je trouve un remplaçant. Donc je dois négocier avec le propriétaire, parce que le propriétaire n'est pas obligé d'accepter. Mais du coup, je cède mon bail à une autre société qui reprend les mêmes clauses, la même durée, la même date de fin, et qui poursuit le bail à ma place. Et moi, je ne suis plus du tout dans, dans ce contrat, entre guillemets. Je sors complètement. Voilà, ça c'est le premier aspect. La sous-location, c'est différent. La sous-location, c'est je suis toujours titulaire, mais j'occupe pas ou pas toute la part, toute la surface, et donc du coup, je trouve un sous-locataire qui me rémunère sur cette partie-là. Euh, il faut que ce soit le propriétaire, il accepte aussi. Il faut que ce soit dans le bail, que ce soit accepté. Mais par contre, le sous-locataire, il dépend de mon bail à moi. Donc si mon bail se termine en 2026, ben en 2026, il faudra qu'il parte aussi. Il n'a pas de droit particulier sur le local. Donc c'est deux choses différentes. Il y en a une, c'est plutôt je veux arrêter, je veux partir, et l'autre, c'est plutôt je veux trouver une solution pour que ça me coûte moins cher. C'est des choses un petit peu différentes. La sous-location classique, c'est le coworking. Les WeWork et autres font de la sous-location. Ils ne l'appellent pas comme ça parce que c'est pas très joli, mais ils font de la sous-location. Ils louent l'immeuble en entier, entre guillemets, et derrière, il se trouve des Mhm. sous-locataires qui utilisent des parties de ce qu'ils ont loué. Et ça, les propriétaires, ils sont plutôt enclins sur cette partie d'accorder à une entreprise le droit de sous-location. Alors, oui, parce que souvent, ça veut dire que le locataire, on est encore plus sûr qu'il va payer son loyer. Alors qu'un locataire qui a 5 étages et on sait qu'il y a 2 étages qui sont toujours vides, on se dit qu'à un moment donné, c'est pas normal et qu'à un moment donné, il va avoir du mal à payer son loyer. Donc s'il nous dit, bah, j'ai trouvé des sous-locataires pour un étage, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, pour juste que ça se fasse juridiquement dans les bons termes, mais on est preneur de ce cas-là. Ouais, nous souvent, en termes de start-up, Ouais, on bien sûr. grossit vite et Mmh, parfois aussi on se rétrécit mmh, rapidement. Et donc souvent, ce qu'on essaie d'avoir, c'est de la sous-location. mmh, Parfois prendre des bureaux qui sont plus grands que notre taille actuelle, parce qu'on s'engage un peu sur du certain nombre d'années, mais on peut passer très rapidement de 2 personnes à 10, puis mmh. 20, puis 50. Et donc se dire, bah, certaines étapes de notre vie, bah, je vais prendre peut-être des bureaux un peu plus grands, mais je vais sous-louer le temps que bah, moi je grossisse, je fasse plus de chiffre Mmh. d'affaires, j'embauche plus de gens, des parties de mon bureau. Et c'est des choses que je vois beaucoup, ayant pas mal de potes entrepreneurs qui sous-louent souvent des Mmh. parties de leur Bien bureau, sûr. le temps bah voilà, où ils n'ont pas Mmh. les équipes forcément Mmh. présentes, Mmh. etc., etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est ce que tu dis, hein, je pense que ça sécurise aussi un petit peu le propriétaire. Oui, alors, si je peux donner des conseils, c'est pas trop ma partie, mais c'est le faire officiellement et avec en étant sûr que le propriétaire est au courant et il est d'accord. Parce que mine de rien, il peut y avoir aussi des accidents, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir des choses comme ça. Et Mm. si on le fait sans que ce soit officiel, C'est là où il y a les problèmes, ouais. c'est là où les problèmes arrivent. Et ils arrivent, comme on dit, souvent en escadrille, et là ça devient vite compliqué. Justement, si on parle un peu pour négocier un bail quand on est professionnel et qu'on se dit, tiens, je vais prendre des bureaux, un commerce ou autre, selon toi, il y a quoi comme levier ou clause qu'on pourrait essayer de négocier avec son propriétaire sur lesquels il serait enclin et qui sont intéressantes pour le preneur? Ouais, j'aurais tendance à dire qu'en ce moment, tous les leviers sont possibles, parce qu'on a quand même une vacance qui est quand même structurelle un peu partout. Alors après, tous les leviers sont possibles, mais ça dépend où. Si on veut des bureaux dans le cœur de Paris où la vacance est quasiment à zéro, bah là c'est plus compliqué, on a beaucoup moins de leviers. Hein. Là c'est plutôt
le propriétaire qui a la main. Si on va à Vélizy, là on peut demander un peu tout ce que l'on veut. C'est le principe de base. Ce que le propriétaire va regarder, c'est surtout la sécurité pour lui, notamment quand on prend un bail commercial, c'est est-ce que si je me projette à 3 ans, 5 ans, 6 ans, est-ce que je peux être à peu près certain que ce locataire va me payer les loyers. Donc tout ce qui est sécurité au niveau paiement, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on demande soit du dépôt de garantie, soit des garanties auprès des banques. Et après, c'est la négociation. Enfin, c'est là où il n'y a pas de règle. On peut tout négocier ou rien négocier. Ça dépend des quartiers, ça dépend de la demande. C'est l'offre et la demande. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est plutôt le locataire qui a la main. Et du coup, toi, si demain tu étais locataire, tu négocierais sur quelle clause? Je négocierais sur la durée, en tout cas avoir la possibilité de partir, pas à tout moment, mais en tout cas à tout moment au niveau du bail. Et après, un sujet qui revient très très souvent quand on discute avec les directeurs immobiliers. Dans le cadre de Figi, on est beaucoup avec ces directeurs immobiliers en relation. C'est aussi choisir le lieu en fonction de l'attractivité par rapport à mes salariés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des sociétés qui ne veulent plus s'installer à la Défense, par exemple, parce qu'ils savent qu'ils auront du mal à faire venir leurs salariés à la Défense. Aujourd'hui, c'est le salarié qui a pris la main et des salariés qui disent oui, je suis d'accord avec le salaire que vous me proposez, je suis d'accord avec le poste. Par contre, là, le lieu où vous voulez m'emmener, j'irai pas. Donc, je signe pas le contrat. Avant, on était tout content d'avoir des CDI ou même un CDD, on allait n'importe où. Là, aujourd'hui, le salarié, il dit non, voilà, ça me plaît pas, c'est trop loin du métro, c'est pas assez, il n'y a pas assez d'activité le soir, je vais mettre trop de temps pour y aller, je viens pas, je signe pas mon contrat. Ouais, c'est marrant que tu me dis ça parce que je suis en plein dans cet exercice moi-même parce qu'on déménage bientôt d'ici. Et donc c'est vrai que du coup, je suis allé sonder un peu les salariés, où est-ce qu'ils voudraient aller. Et grosso modo, du coup, j'utilise un peu toute la data, nos outils qu'on a pour l'idée. Là, où, du coup, je suis parti sur zone de chalandise, 1 heure au maximum pour chaque salarié. Donc le point où je suis doit être desservi à 1 heure max pour chacun puisse venir. Derrière, resto, des bons restos, parce que je vois qu'ils demandent que le midi, il y ait des trucs sympas à manger dans le quartier. Salle de sport, alors ça, encore autre chose, que derrière, je leur offre un petit abonnement, du coup, faut qu'ils puissent aussi vivre autour de ça. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, oui, en fait, heureusement que j'ai même nos data et notre plateforme pour faire ça, parce que de base, je me suis dit, en fait, quand tu es peut-être quelqu'un qui cherche du bureau, tout ce travail, tu le fais à la main, en fait, quand tu es entrepreneur et que tu cherches ton endroit. Et c'est vrai que c'est important, parce que y a des zones où, voilà, si je leur dis, je vais là, ah non, moi, j'en ai pour 2 heures de trajet, ça va me plomber 4 heures tous les jours, etc. Et c'est le bien-être aussi de tes collaborateurs, donc c'est assez important. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément assez compte. Et l'autre chose que je suis en train de regarder, et c'est là où je trouvais intéressant ce que tu me disais, c'est des zones non tendues, là où les actifs sont vraiment disponibles sur le marché depuis longtemps, parce que je sais que je vais les voir. Je peux négocier toutes les clauses du contrat. Là où moi-même, le premier bail qu'on a pris avec la société était un bail précaire. Je découvrais l'immobilier, donc j'ai juste lu le truc en diagonale et j'ai dit bon, de toute façon, ça doit être du classique. Je me suis rendu compte que pas du tout. Une des clauses qui m'a notamment beaucoup énervé, c'était les 1 an de loyer en caution sans intérêt. Et donc ça, après, j'ai appris que en fait, théoriquement, tu as 2 termes de loyer et puis au-delà de ça, tu as des intérêts qui sont là. Et puis donc, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Pendant 2 ans, en fait, il s'est fait de la trésor sur ce que je lui ai versé. Et puis un propriétaire qui n'était pas très, très sympa, que je salue d'ailleurs si jamais il écoute ce podcast. Voilà. Après, il y a eu la loi Pinel qui était intervenue il y a quelques années, qui a beaucoup structuré les baux commerciaux, parce qu'avant, dans le bail commercial, on mettait ce qu'on voulait. Donc, du coup, si le locataire lisait pas les petites lignes, même lorsqu'on refaisait le toit, il pouvait payer pour le toit alors qu'il était pour rien. Là, Pinel a fait que maintenant, il faut que les clauses soient écrites dans le bail, et que ce qui est, c'est pas parce que ce n'est pas écrit que c'est valable, c'est au contraire, il faut que ce soit écrit pour que ce soit valable. Donc, du coup, ça permet même déjà de stabiliser, d'éviter ce genre de petites choses qui après pouvaient faire très mal. Et du coup, si je te parle un peu crédit bail immobilier, ça te parle ou pas du tout?
Oui, d'investir dans l'immobilier, mais plutôt quand on est occupant. Le crédit bail, c'est je veux occuper un immeuble, je veux me faire construire un immeuble plutôt, mais j'ai pas les fonds et j'ai pas envie de faire un prêt, donc du coup je m'adosse à une banque qui lui finance l'immeuble ou l'usine ou quoi que ce soit. Et donc on est propriétaire. Je ne suis pas propriétaire, je suis colocataire. Et à la fin de cette période de crédit bail, je peux racheter l'actif si je le veux, mais entre-temps, je ne suis pas propriétaire. C'est-à-dire, je ne paye pas la taxe foncière, entre guillemets, en direct, je ne paye pas la taxe, les différentes taxes, je ne vais pas au... Si c'est dans une copropriété, je ne veux pas aux AG, c'est pas moi qui suis propriétaire, c'est la banque. Et ça me permet d'avoir de la banque une facture tous les mois que je rentre dans mes charges. Bah justement, parlons un petit peu de banque là récemment. Du coup, la dernière déclaration de la BCE, on a une baisse des taux de 0,25. Donc, on se désaxe un petit peu des US qui maintiennent leur taux pour l'instant. Comment tu penses que ça va agir sur le secteur immobilier, cette baisse des taux? Bah, ça agit d'une façon directe sur tout ce qui est prêt. L'immobilier, entre guillemets, pour les investisseurs qui investissent dans l'immobilier, il y a au minimum l'effet de levier, ce qu'on appelle. J'ai du cash, mais comme j'ai du cash, j'en profite pour faire un prêt à côté, ce qui me permet d'acheter beaucoup plus que si j'utilisais que mon cash. Et ces prêts-là sont basés sur des taux qui sont les taux hypothécaires, les taux bancaires et autres. Et donc toute baisse ou toute hausse a un impact. Surtout que souvent, à la fin d'un premier prêt, je dois refinancer l'immeuble parce que j'ai des nouveaux travaux à faire, parce qu'il faut que je porte encore une fois l'immeuble. J'ai pas, des fois, j'ai même pas le cash pour rembourser le premier prêt, donc j'en fais un deuxième qui permet de rembourser et puis de continuer. Et du coup, ces taux-là sont basés sur ces taux directeurs. Et donc, si ces taux directeurs ne sont pas stables ou ne baissent pas, et ben, du coup, ça me coûte plus cher. Et donc, je peux avoir investi en me disant le taux sera de temps, et s'il augmente, bah, du coup, ça casse complètement mon modèle économique. Et c'est un peu la situation qu'on vit en ce moment, où on se débat un petit peu tous avec les banques pour arriver pour ne pas arriver à la situation extrême où la banque prend la clé de l'immeuble et devient propriétaire de l'immeuble. Alors les banques ne le souhaitent pas parce qu'elles seraient très embêtées avec ces immeubles. Parce que si elles le revendaient derrière, elles toucheraient beaucoup moins que... Mais on l'a vécu dans la grande crise il y a quelques années aux États-Unis, où les banques avaient récupéré des milliers d'appartements et des milliers de maisons aux États-Unis et qu'ils ont tout vendu à la casse pour récupérer un petit peu de sous. Donc c'est un peu ça qui pourrait arriver en France si vraiment la crise perdurait. Bah justement, on a vu quand même une grosse baisse du volume de transactions de vente à l'échelle nationale sur le tertiaire. Et en parallèle, par contre, on a vu une explosion sur les espaces flexibles, les coworking, ces dernières années. Est-ce que c'est une tendance qui pour toi est durable ou est-ce que c'est un effet de mode qui va s'estomper? Est-ce qu'on va revenir peut-être un peu plus à des entreprises qui achètent leurs murs plutôt que ces systèmes un petit peu hybrides, flexibles? Qu'est-ce que tu en penses, toi? S'engage. Donc du coup, le coworking, ce qui est intéressant, c'est que chaque fin de mois, on peut partir. Donc du coup, on peut se dire, bah, je suis assez libre. Si à la fin du mois, ça ne marche pas, je réduis. Par contre, le coworking coûte beaucoup plus cher que lorsque j'ai un actif en propre. Donc là, je peux faire ce que je veux, je peux mettre des bibliothèques, je peux mettre de la vie qui est ma vie de ma société, et d'avoir une culture de société. Mais du coup, comme je n'ai pas confiance, bah, du coup, je ne me projette pas, donc je ne prends pas le risque d'avoir des choses. Souvent, ce que l'on voit en ce moment, en tout cas nous on le pratique beaucoup sur nos immeubles, c'est un mixte. C'est d'avoir par exemple 2 étages qui sont bail commercial classique, et puis on met un coworker sur 1 ou 2 étages, et comme ça on peut s'étendre, et en se disant, bah, si j'ai besoin de moins, bah, je peux revenir en arrière, et si j'ai besoin de plus, bah, je prends quelques bureaux en plus chez ce coworker. Voilà. Donc ça, on essaye de mixer les deux, et ça rassure en tout cas les sociétés d'avoir ce système-là en place. Ouais, un système hybride qui diversifie aussi un petit peu le risque, hein, je présume. Parce que du Bien coup, sûr. plutôt que de... Et du coup, si on prend la data de manière un peu plus stratégique, comment est-ce qu'elle peut influencer les grandes décisions d'investissement sur un portefeuille d'actifs? Alors c'est vrai que moi je travaille assez peu avec la partie investissement. Moi je suis plutôt sur l'immeuble, sur la gestion de l'immeuble une fois qu'on l'a acquis, et plutôt sur la vente de l'immeuble, mais
peu sur l'acquisition. L'acquisition est toujours un pari, quelque part. Donc, il y a des datas, mais après, il faut se faire une philosophie. Et puis, il y a l'objectif de la société en elle-même. Certaines sociétés, nous, on a des SCPI, par exemple, qui sont soit généralistes, donc on achète un peu, on diversifie, et d'autres qui sont très sectorielles. Donc, par exemple, on a une SCPI orientée santé. Bah voilà, donc du coup, ça oriente déjà les acquisitions qu'on veut faire et ce que l'on peut faire même par rapport à la SCPI. Donc les datas, elles sont multiples, mais elles sont un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'immeuble en lui-même, la qualité des locataires, ce qui se passe autour, et après, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Sachant que ce sont ces mêmes données qui permettent au vendeur d'établir son prix. Donc, on retrouve à peu près les mêmes choses. C'est juste qu'après, il y a de la partie négociation qui rentre en ligne de compte, mais les datas sont disponibles. Après, il y en a certains qui ont des algorithmes, et c'est là où la concurrence joue, où ils détectent des possibilités d'amélioration que le propriétaire, par exemple, actuel n'a pas prévues. Bah, écoute, merci pour toutes ces explications. Du coup, je vais revenir un petit peu sur ton parcours entrepreneur et salarié. Tu as Ouais. travaillé à la fois dans des grandes entreprises, mais tu as aussi été entrepreneur. Pour toi, c'est quoi la différence majeure entre ces deux mondes? C'est deux choses complètement différentes dans le sens où il y en a une où il y a plus de liberté et une où il y a plus de contraintes, forcément. Quand on est dans un groupe, on a des règles à suivre, hein. Il y en a une qui est plus sûre au niveau de la grande entreprise. Voilà, on sait où on va, on est assuré. Quand on est entrepreneur ou entrepreneur, quand je suis malade, bah, il n'y a rien qui rentre. C'est assez classique, donc on prend beaucoup de risques. Quand on est entrepreneur, on s'occupe de tout. Enfin, on s'occupe de diriger la société, on s'occupe des ressources humaines. Quand on a 15 personnes, moi, j'avais pas un DRH qui s'en occupait. On s'occupe de gérer les absences, les maladies. On s'occupe des clients. Donc, on a l'impression d'avoir toute une vie professionnelle résumée en quelques années. Donc, c'était quelques années, et surtout d'avoir tout sur toi et tous les problèmes. Donc, c'est génial. Enfin, faut résister, il faut en avoir envie. Et c'est très respectueux. Enfin, en tout cas, moi, je respecte ceux qui n'ont pas envie de faire ça. Il n'y a aucun problème. Euh, mais on apprend beaucoup de choses très, très rapidement. Après, moi, j'admire ceux qui font ça en investissant dans des machines-outils, dans l'immobilier et autres, parce que là, ils s'endettent personnellement. Moi j'étais plutôt cabinet de conseil, un ordinateur et c'est basta, et on y va. Le risque, il est quand même bien moindre. Euh, donc c'est ça. Après, c'est la possibilité de faire, alors c'est en tout cas la légende urbaine, comme on dit, ce que l'on veut quand on veut. Dans les faits, on fait ce que l'on peut et tout le temps. Parce qu'on se dit, j'ai une société, donc du coup, je vais pouvoir m'arrêter quand je veux. Si je veux aller en vacances, j'y vais, etc. Dans les faits, c'est plutôt l'inverse. C'est même quand je suis en vacances, je travaille. Mais voilà, mais c'est une vraie expérience. En tout cas, pour ceux qui ont envie d'y aller, allez-y. C'est assez génial à vivre. Voilà. Stressant et tout, mais c'est génial à vivre. Ouais, moi j'ai souvent ce discours que je dis, c'est être entrepreneur, c'est un peu comme être sur Interstellar. Un mois chez nous, c'est un an dans la vie d'une C'est ça, personne ouais. salariée normale. On est en train de Et c'est un petit concentrer. peu ça. Ouais, c'est ça. Bah du coup, Eric, on arrive à la fin de l'épisode. C'est passé vite, on a parlé de beaucoup de choses. Et du coup, à la fin, bah, moi j'aime bien faire une petite série de questions-réponses pour arrêter de parler un petit peu boulot et juste apprendre à connaître la personne en face. Est-ce que ça te va? Bien sûr. Alors, ton lieu préféré pour déconnecter? Alors j'en ai deux. J'en ai un que je pratique assez souvent dans le quartier, c'est une église. Entre midi et deux, quand vraiment je sens que je suis saturé de data, saturé d'informations, saturé de problèmes ou autres, une église, je me pose un quart d'heure et ça me calme. L'autre lieu que j'aimais bien, c'est tout ce qui est rooftop ou terrasse. Pendant quelques années, j'étais dans l'équipe qui gérait la Tour Montparnasse. Mon plaisir, c'est quand vraiment ça commençait
à déborder de partout. Je montais en haut sur la plateforme et là, je restais un quart d'heure. Là, c'est bon, je déconnectais complètement. Je crois que vous avez un rooftop sympa, non, chez la Terra, enfin chez la Française, pardon. Oui, oui, il est très sympa. Il est juste au-dessus des toits, juste ce qu'il faut. Et donc, il est très sympa. Ouais. Une technologie ou une innovation qui te fascine? Alors, qui me fascine et à la fois qui m'embête souvent, c'est Internet. En fin de compte, c'est tout ce qui est lié à la communication. Euh, je- J'essaye d'être un grand voyageur. Et je me rappelle qu'il y a 40 ans, quand je voyageais, les gens, enfin ma famille, mes amis, pour savoir ce que j'avais vécu, il fallait qu'ils attendent que je sois revenu et que je leur raconte et que je leur fasse des soirées diapos qu'ils détestaient pendant 2 heures. Là maintenant, je suis à l'autre bout du monde, je peux envoyer des photos, je peux appeler. À la fois, ça me frustre parce que je me dis, bah, je suis pas sur le moment présent dans le lieu où je suis, mais je suis en train d'essayer d'échanger avec quelqu'un qui est à 1000 kilomètres et je ferais mieux de me concentrer sur le moment présent. Mais à la fois, ça me fascine de pouvoir échanger comme ça en live, quoi. C'est quand même assez impressionnant ce qu'on arrive à faire. Si tu devais réinventer un autre secteur, ça serait lequel? Bon, après 40 ans dans l'immobilier, j'aurais du mal à me mettre dans un autre secteur, mais s'il y en avait un, je pense que ce serait l'école. J'ai l'impression que rien n'a bougé depuis que j'y suis passé. Ça me semble pas normal que c'est pas bougé. Ouais. Je n'aurai aucune idée de comment le faire bouger et vers où aller, mais en tout cas, je me dis que c'est bizarre. Un conseil qui t'a marqué dans ta carrière? Sur la durée, c'est le travail qui compte. Voilà, c'est ce qu'on m'a inculqué dès le départ, dès que je suis rentré dans l'immobilier, c'est de me dire c'est le travail qui compte et c'est sur la durée que tu vas gagner. Le projet dont tu es le plus fier? Bah, c'est le projet actuel, moi par exemple. C'est ce que je te disais, je crois au début de l'interview, c'est que moi je suis plutôt sur le présent et l'avenir. Et alors l'avenir court terme. Aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe et mon projet que je porte aujourd'hui, c'est le bien-être de mon équipe et l'efficacité de mon équipe. Et voilà, moi, ça c'est mon plaisir quotidien d'être reconnu dans la société où je suis par l'efficacité de l'équipe et que les membres de mon équipe soient contents de venir le matin. Ta devise en une phrase? Pas de remords, mais des regrets. Je préfère avoir fait des choses et les regretter après, plutôt que de ne pas les avoir faites. Une série que tu adores? Alors moi, je suis très consommateur de séries, je les consomme et je j'ai pas vraiment de séries que j'adore. Ce que j'aime dans les séries, c'est lorsqu'il y a 5, 6, 7 saisons et qu'on voit les personnages évoluer. C'est plus ce genre de séries que j'aime. Et, alors si on cite les séries françaises, c'est plutôt Engrenage par exemple, des séries où on voit les personnages évoluer, se déstructurer, devenir complètement différents de la première saison. D'ailleurs, c'est des fois amusant quand on est à la 6e, 7e saison, de revoir la première pour voir comment la personne a évolué. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Après, je consomme de tout en série. C'est des séries mexicaines qui veulent rien dire et qui sont assez bateaux, donc des séries françaises ou américaines, voilà, c'est un petit peu de tout. Eh ben, écoute, merci Eric d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, bah, écoute, à très vite. À très vite. Peut-être dans un prochain épisode d'une autre saison pour voir un petit peu comment ça aura évolué. Merci beaucoup.